Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 18 novembre 2022. Cette semaine, beaucoup de monde au rendez-vous pour vous offrir une édition que je vous promets fort intéressante. On va rencontrer quelqu'un de chez TELUS qui va nous parler de leur investissement dans le sport électronique. On va également parler avec la journaliste Monique Néron qui sort un podcast que je pourrais qualifier de bouleversant sur les autres victimes des féminicides. Je parle des proches des femmes assassinées. On va parler de l'événement 24 heures de pause d'écran pour les adolescents. Et puis, on va terminer avec une rencontre avec celui que je pourrais présenter comme le créateur du tout premier vrai métavers de l'Internet. C'était en 1996 et c'était le Deuxième Monde, lancé par Canal+ Multimédia. Également, au sommaire de cette édition, il y aura mes collègues Thierry Weber qui nous parle de la 12e édition du meilleur du web qui célèbre le savoir-faire en matière de numérique en Suisse. Stéphane Ricoul visite le thème des communs numériques en lien avec la responsabilité numérique des entreprises. Et puis Jean-François Poulain, de son côté, nous parle de design dans le monde des transports. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Permettez-moi maintenant de prendre un instant pour saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Alain Arsenault, Stéphane Cheretti, Jean Doyon, Laetitia Munch et Martin Renaud. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. J'apprécie énormément et puis sur ça, laissez-moi vous souhaiter une excellente écoute. Cette semaine, on va parler d'actualité, mais pour ce faire, on va avoir des invités. Alors d'abord, l'entreprise de télécommunications TELUS poursuit sa présence dans l'univers du sport électronique avec la commandite de 2 événements d'importance, le tournoi Rocket League et Apex Legends. C'est pas la première fois qu'on les voit dans le domaine de la compétition électronique. Ils étaient déjà présents en 2021 et j'étais curieux d'en savoir plus sur leur intérêt. Alors, question d'en savoir plus, on va rejoindre à l'instant la vice-présidente intérimaire Solutions résidentielles et expérience client chez TELUS. Bonjour Nathalie Dionne. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Écoutez, donc, c'est ça, c'est une bonne nouvelle dans le monde du e-sport, particulièrement au pays, de voir TELUS endosser l'événement. Quelle leçon vous avez tirée de la première participation? C'était en 2021, je le mentionnais, là. Il y avait eu la première édition des séries e-sport de TELUS. En fait, ce qu'on a constaté à la première édition, c'est qu'il y a vraiment eu un réel engouement. On parle de 1600 participants, dont le tiers qui était au Québec. Puis dans le fond, pour nous, le gaming, c'est un élément qui a un pouvoir exceptionnel qui permet d'établir des liens de connexion à l'infini et de rapprocher les gens partout au pays. Alors, pour nous, ce qu'on souhaite à reproduire cet événement-là, qui avait eu un super engouement l'année dernière, en 2021, c'est d'offrir la meilleure expérience de jeu pour tous les joueurs, mais également de tous les niveaux à travers le pays. Ça aussi, c'est intéressant parce que ce qu'on voit dans le gaming, c'est qu'il y en a qui sont débutants, qui veulent en apprendre, mais on a aussi des gens aguerris. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est en offrir pour tous les goûts, mais également d'offrir une façon aux Canadiens de se connecter également là, via le jeu. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi les séries e-sport de TELUS, est-ce que je pourrais vous demander de décrire, de toute façon, d'écrire la 2e édition, là? Oui, en fait, comment ça va se passer, c'est que il y a 2 jeux, dans le fond, 2 compétitions qui auront lieu. Donc, Rocket League, qui a été un succès l'année dernière, qu'on va reproduire, qui est un jeu vidéo de soccer avec des voitures. C'est assez original et un bon engouement de ce côté-là. Et en début d'année prochaine, on aura Apex Legends, qui, lui, est un jeu de style bataille royale où on pourra également avoir des joueurs de différents calibres qui pourront également se divertir à travers ces jeux-là. Alors là, évidemment, on voit que vous avez votre nom maintenant qui est apposé à côté de ces événements-là. Qu'est-ce que ça signifie pour TELUS comme investissement, comme participation? En fait, je vous dirais que de façon plus globale, TELUS a mis des fondations solides parce qu'on a investi énormément dans nos réseaux, tant à filaire que sans fil au cours des dernières années. Puis ça, c'est dans l'optique d'amener des bénéfices concrets dans les collectivités où on vit.
Donc, des bénéfices tant au niveau de la connectivité, on parle de télétravail, mais aussi au niveau du gaming, où on a vu vraiment une recrudescence de participation à ce niveau-là. Juste vous donner peut-être une statistique impressionnante, c'est 61% des Canadiens, soit 23 millions de personnes qui jouent activement à des jeux vidéo. Ça, c'était en 2020. Et on voit que c'est vraiment en croissance. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment s'impliquer dans ce secteur-là, comme on s'implique dans d'autres créneaux au niveau des technologies. Donc, on parle de la maison connectée, mais également de la santé, l'agriculture. Donc, on souhaite également mettre à profit les technologies pour amener des bénéfices concrets dans les collectivités, mais également dans le divertissement de nos clients partout au Canada. Je reprends justement sur cette parole-là de l'importance du divertissement numérique pour vos clients. C'est quoi l'intérêt pour TELUS de s'associer à des événements de e-sport? Ben, en fait, comme on le fait pour la santé et pour d'autres créneaux, comme je vous parlais tout à l'heure, pour nous, c'est un moyen de connecter les gens. Mais également, c'est un moyen d'éduquer les gens qui naviguent en ligne, les jeunes également. Donc, c'est pour ça qu'on a une plateforme de littératie numérique qui est TELUS Averti. Je ne sais pas si vous avez pu la consulter, mais en fait, à travers cette plateforme-là, on fait la promotion du bien-être en ligne. Donc, de par les tournois, c'est un moyen également là, d'éduquer les participants. Donc, on les invite à suivre les meilleures pratiques en termes de jeu et on offre également des ressources gratuites, des ateliers sur le respect en ligne, sur les réseaux sociaux, la cyberintimidation, le stress numérique, mais aussi l'usage responsable des technologies. Donc, évidemment, TELUS.com/averti, TELUS Averti, c'est vraiment un lien à consulter puisque on peut éduquer nos jeunes également dans le contexte de gaming, mais aussi dans le contexte de connectivité là, plus généralement. C'est intéressant parce que dans le fond, votre réponse devance ma question parce que c'est ça. Moi, je trouvais ça intéressant de rappeler que au niveau de la prévention, au niveau de l'éducation, puis là, vous l'avez mentionné, au niveau de la littératie numérique, vous êtes présent depuis un bon moment là pour essayer d'aider les Canadiens d'un océan à l'autre là, à se retrouver dans le contexte de leur vie numérique. Oui, exactement. C'est très, très important pour nous. On le voit de plus en plus. Il y a différentes menaces sur le web, mais également les façons de communiquer pour nos jeunes sont différentes, ont évolué à travers les années quand on se compare. Hein? Alors, c'est vraiment important pour nous d'éduquer au même titre qu'on fournit la technologie aux clients puis qu'on déploie les meilleurs réseaux, mais aussi de donner des outils pour pouvoir naviguer en toute sécurité puis en toute connaissance de cause. C'est quoi le défi aujourd'hui pour une grande entreprise comme la vôtre dans le monde des télécommunications au pays d'arriver, parce qu'à la fois vous avez inventé vos services, puis vous êtes dans plusieurs domaines, tu sais, on vous connaît pour les télécommunications, mais vous êtes dans la santé, vous êtes dans différents domaines. Puis de l'autre côté, donc, il y a à laisser connaître vos services, mais de l'autre côté, chez TELUS, j'ai toujours senti qu'il y avait une partie d'engagement social. Oui. Comment vous arrivez à faire vivre les deux et à communiquer sur les deux? Ben c'est vraiment une belle question que vous posez là. Puis en fait, l'implication dans la communauté, ça date pas d'hier. Hein? Je dirais que même en amont des déploiements de connectivité dans nos régions rurales, on avait déjà des liens bien établis avec les communautés où on vit, donc les élus municipaux et également les citoyens pour vraiment aller chercher leurs besoins. Mais c'est aussi au niveau plus large en termes d'investissement communautaire. Donc, on a des comités d'investissement communautaire un peu partout au Québec, mais à l'échelle canadienne également, qui visent à redonner aux organismes de nos communautés. Puis, c'est également vrai pour tous les investissements bénévoles qu'on fait dans les communautés où on vit. Donc, on a Moisson-Beauce, Moisson-Rimouski, que je peux vous nommer à titre d'exemple, mais il y en a plein des organismes qu'on encourage, Opération Enfant Soleil également. Donc, pour nous, notre vocation sociale, ça fait partie de notre ADN. Alors, au-delà des technologies, comment on utilise les technologies justement pour amener des bénéfices concrets, mais également comment concrètement on agit dans nos communautés pour amener des changements significatifs. Alors, ça fait partie de nos valeurs, puis ça fait partie de notre ADN également. Alors, je vous dirais que les deux cohabitent très, très bien. On connaît TELUS, évidemment, bon, dans les grands centres, vous êtes présents, puis à travers le pays, mais on sent que chez vous, vous avez la fibre des communautés, vous avez la fibre des régions, et est-ce que parce que le jeu vidéo, c'est populaire partout, là, à grandeur du pays, et oui. 61% des gens qui jouent, ils sont répartis à travers le pays. Est-ce que c'est aussi une façon de faire la promotion dans les communautés du divertissement numérique que cet investissement-là, puis cette communication que vous faites sur TELUS. Donc, à quelque part aussi, d'enlever le sentiment d'isolement par rapport peut-être à votre clientèle qui est plus citadine. Tout à fait. Puis, comme vous l'avez bien dit, en fait,
Il y a des gens dans les collectivités rurales qui ont accès à un réseau de calibre mondial et ça leur permet d'avoir accès à des vitesses Internet qui sont vraiment de qualité supérieure pour pouvoir naviguer et jouer en ligne également. Et qui pourrait faire rougir des banlieues des grandes villes aussi. Exactement. Puis, c'est un service essentiel. On l'a vu avec la pandémie, le télétravail, les jeunes qui étudiaient également en ligne énormément. Donc, oui, pour le gaming, mais également pour plus large, comment on peut faire un impact concret pour les citoyens. On a eu la chance, par notre connexion avec les citoyens et les communautés où on vit, d'avoir des témoignages vraiment exceptionnels, comme même la base Côte-Nord également. C'est un autre exemple où on a amené la connectivité à la collectivité et où on a eu des bénéfices concrets. Alors moi, quand pour avoir été impliquée là dans ces déploiements-là là, depuis le début, d'entendre ces exemples-là, mais de voir aussi que ça peut permettre aujourd'hui de participer à des compétitions de tous les niveaux comme e-sport, pour moi, c'est vraiment exceptionnel, mais de voir aussi les bénéfices concrets là, à d'autres niveaux, c'est vraiment important aussi. Ben justement, puisque vous parlez de la base Côte-Nord, je vais en profiter. En 2019, j'avais été sur la base Côte-Nord juste avant qu'on installe les émetteurs qui ont fait un changement dans la vie des communautés là-bas. Quand vous dites que vous avez des nouvelles d'eux, ça ressemble à quoi maintenant? Parce que moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'était des reportages sur à quoi ressemblait la vie et ce qu'ils espéraient. Mais aujourd'hui, quand vous leur parlez, je pense à des enseignants, je pense à des commerçants, je pense à des chambres de commerce, je pense à des communautés autochtones. Tous ces gens-là, maintenant, ça fait plus de 2 ans là, qu'ils peuvent profiter de la haute vitesse chez eux. Oui, un exemple qu'on a eu qui me vient en tête, c'est justement au niveau du milieu scolaire où ils ont pu se connecter à une technologie qui leur a permis d'être en contact avec des gens de la NASA. Donc, directement de la base Côte-Nord, être en contact avec des gens de la NASA, c'était exceptionnel pour eux. Donc, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, il y a différentes possibilités. Tout ce qu'on a amené là, c'est vraiment incroyable. Ça représentait un défi technologique impressionnant aussi pour pouvoir amener cette technologie-là. Alors, d'entendre ces témoignages-là, c'est très, très touchant. On est vraiment heureux d'avoir pu contribuer à ce beau projet-là. On va revenir au e-sports. Les gens qui voudraient participer à ces événements-là, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent se rendre sur Internet pour avoir plus d'informations? Bien sûr. Alors, ils peuvent se rendre au arena.telus.com pour s'inscrire comme joueur en solo ou en équipe. Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire Solutions résidentielles et expérience client à TELUS. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis, écoutez, amusez-vous bien en ligne. Bien, merci beaucoup. Avant de rencontrer ma prochaine invitée qui lance une nouvelle série de balados cette semaine, je vous propose la bande-annonce de son podcast. On tue des femmes parce qu'elles sont femmes depuis la nuit des temps. Chez nous, c'est en 2021 qu'on a frappé un mur. Des féminicides, il y en a eu particulièrement beaucoup cette année. On se demande ce qui se passe. Au cœur de la pandémie, des femmes ont été tuées avec une telle cadence qu'on a tous fini par figer. Une femme tuée tous les 2 jours et demi. Autrement dit, une femme va être tuée dans 48 heures en moyenne. On s'est dit, ça n'a pas de sens. Faut faire quelque chose. Parfait. Alors on fait quoi? Elles s'appelaient Sylvie Bisson, Myriam Dallaire, Caroline Labonté et Rebecca Lovary. Elles font partie des 26 femmes assassinées au Québec cette année-là. La seule chose qui a parlé avec moi, là, le petit, j'ai donné un gros bisou à maman avant de partir. Quand je suis arrivée pour dîner, elle était morte. 40. C'est le nombre d'orphelins laissés derrière qui un jour vont poser des questions et à qui on devra fournir des réponses. On a pu lui dire qu'on allait être là pour s'occuper de Léon. Je voulais vraiment qu'il ait une bonne câlin avant qu'il puisse dire avec sa maman. On a suivi ces familles pendant leur première année de deuil parce qu'on n'a pas un commencement d'idée des épreuves qu'elles doivent surmonter. J'ai tout le temps dit, oui, ils parlent des meurtres, mais ils parlent pas souvent de ceux qui restent. On a eu accès à des parcelles de leur quotidien, leurs drames, leurs peines et parfois leurs petites joies. Allô? Allô, mon amour? On va porter leur voix jusqu'à vous. Pour pas qu'on oublie, pour comprendre, mais surtout pour que ça cesse. Je m'appelle Monique Néron et je vous présente le balado Maman, arrête de mourir. Avec cette série de podcasts, une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps, la journaliste Monique Néron s'intéresse à ceux qui restent après la mort de 4 femmes
toutes tuées en mars 2021. Et quand je dis une série coup de poing, c'est parce que on est confronté à l'effroyable réalité des gens qui sont frappés par ce meurtre qui touche leur mère, leur sœur, leur enfant. J'en parle et j'ai encore des frissons dans le dos avec ces témoignages qui me reviennent en tête. Et je veux absolument souligner le travail de la réalisatrice Marie-Michelle Giguère qui a fait un travail incroyable pour nous amener, avec Monique Néron, rencontrer les témoins de ces histoires dramatiques. Pour nous parler de cette nouvelle série de balados de Radio-Canada, je rejoins à l'instant la journaliste Monique Néron. Bonjour Monique. Bonjour Bruno. Monique, pourquoi cette série maintenant? En fait, maintenant, parce qu'on a commencé à travailler sur cette série en 2021, au moment où on était tous sous le choc de voir qu'il y avait tant de femmes qui étaient assassinées les unes après les autres. Nous, à ce moment-là, on s'est dit, OK, parfait, mais il faut qu'on se souvienne de ce qui est en train de se passer, là. Puis il faut aussi qu'on pose des questions pour plus que ça se reproduise. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, nous, déjà en 2021, en se disant, l'idée, c'est d'archiver c'est épouvantable à dire, mais la souffrance de ces proches-là, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on se souvienne de ces femmes-là, puis qu'on comprenne aussi qu'est-ce que ça représente pour leur famille, leurs proches, les enfants aussi. Tu sais, moi, quand j'ai appris que c'était 40 orphelins qui avaient été laissés derrière en 2021, j'ai pas pu rester insensible, évidemment, à ça, en plus de la violence faite aux femmes. Puis, en fouillant un peu, on s'est rendu compte qu'il y en avait des pistes de solutions, puis qu'il y en avait des façons d'améliorer les façons de faire. Donc, ça a été vraiment ça, la démarche. Donc, on arrive maintenant parce que on les a suivis pendant une période d'une année. En fait, c'était ça l'objectif. Ça ressemble à quoi un deuil traumatique sur une période d'une année? Qu'est-ce qu'on vit après dans les semaines, les mois qui suivent, quand les caméras sont parties? Parce qu'on est déjà rendu à une autre manchette, parce que ça va vite, parce qu'on prend pas le temps d'entendre ces gens-là. Mais pourquoi avoir pris cet angle par rapport au féminicide? Parce que vous auriez pu vous intéresser, puis ça aurait été tout aussi intéressant là, aux victimes. Mais là, vous choisissez vraiment de nous faire rencontrer les autres victimes de ces histoires-là, les mères, les frères, les sœurs, les enfants. J'avais l'impression qu'on parlait jamais d'eux. On s'attardait jamais à l'après pour eux. Souvent, quand un féminicide survient ou qu'un événement dramatique survient, évidemment, il y a des caméras sur place, on tend le micro, puis après ça, comme je dis, on s'en va ailleurs. Mais c'est vrai que le focus est souvent sur la victime ou ensuite sur la procédure judiciaire. Donc, malencontreusement sur l'accusé d'une certaine façon. Mais les proches, eux, à quel moment on parle de ceux qui restent? Pratiquement jamais. Donc, c'est vraiment ça qui est devenu notre angle. Pour moi, c'était super important aussi qu'on explore une avenue qui n'avait pas été explorée jusqu'à présent. Tu sais, ça faisait des années, Bruno, qu'on me sollicitait pour un balado, puis je disais toujours non parce que j'avais pas encore rien qui m'avait pogné aux tripes suffisamment pour dire « OK, ça, je vais le porter. Ça, il faut que je fasse quelque chose, j'ai une responsabilité. » Puis évidemment, c'est pas moi sur mes épaules, Monique Néron, qui va changer quoi que ce soit, mais est-ce que je peux porter la voix de ces gens-là pour que justement, ensemble, on ait cette réflexion-là qui est nécessaire? C'est intéressant. Vous, là, vous pratiquez la radio depuis longtemps, vous pratiquez la télé depuis un bon moment, vous avez même fait du documentaire qu'on a vu sur grand écran au cinéma. Pourquoi choisir la balado pour raconter ces histoires-là, pour nous faire rencontrer ces gens-là? C'est effectivement un médium que j'avais pas exploré. D'ailleurs, ça a été une rencontre et je dirais même un coup de foudre avec le balado, avec la puissance de ce médium-là pour justement raconter ces histoires. Parce qu'on se fera pas de cachette. C'est excessivement difficile comme sujet. C'est dur. C'est nécessaire, mais ça demeure dur. Je pense que la façon de le faire en balado, de prendre le temps, et c'est un médium aussi qui peut être digéré au rythme où les gens pourront le digérer. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose qui s'écoute pas en rafale pour des gens, pour d'autres, oui, mais fait que je pense que c'était le bon transmetteur pour ce type de projet-là. D'autant plus que je pense que le balado reste dans le temps versus un reportage, ben oui, ou aussi un film, là, vous allez me dire, mais au même titre qu'un livre, c'est un peu comme un objet médiatique qui va perdurer dans le temps, puis on l'a abordé comme ça. C'est-à-dire que voici une fresque, une épouvantable fresque, mais voici une fresque de 2021. Maintenant, on fait quoi là, pour éviter que ça arrive plus?
C'est drôle, hein, parce que je me faisais la réflexion. J'ai toujours trouvé que vous aviez, particulièrement maintenant à la radio, là, vous aviez toujours une approche très personnelle par rapport aux sujets, aux gens que vous rencontrez, aux histoires que vous mettez de l'avant. Mais dans la balado, c'est vraiment un autre ton, là. J'ai l'impression qu'on s'en va ailleurs avec vous. Est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin comme communicatrice, comme journaliste? C'est vrai, je le réalise aussi en discutant avec vous aujourd'hui. C'est vrai parce que je pense que le balado permet ça, une proximité, un peu comme la radio, là, mais encore plus. C'est comme un niveau de plus de pouvoir aussi personnaliser. Je m'étais rarement permis des impressions, par exemple, dans ma carrière. Oui, un petit peu quand je travaillais avec Paul Arcand à l'époque, par moment, ça devenait nécessaire mais je laissais souvent ça de côté, alors qu'ici, je me suis permis un peu plus. L'épisode 5 qui se déroule dans Charlevoix, qui est ma région natale, et c'est un épisode qui est révoltant pour toutes sortes de raisons. Vraiment, c'est un épisode qui moi encore, me bouleverse à chaque fois. Mais on sent que c'est venu vous chercher, cette histoire-là. Ouais. Les autres aussi, mais celle-là, ça passe pas. C'est sûr qu'elle est différente des autres en ce sens où, il n'y a pas une famille qui survit de la même façon à un féminicide, mais dans ce cas-ci, on a une famille qui vit des épreuves par-dessus épreuves après le crime, après le drame. Donc, c'est sûr que ça vient nous chercher d'une autre façon parce que cette pauvre mère-là, Carole Bellé, elle n'est pas capable d'amorcer son deuil parce qu'elle est en colère, elle est en cours pour essayer de se battre pour la succession, parce que la succession est gérée, faut-il le rappeler, par la sœur de l'accusé. Quand je dis aberration, là, ça en fait partie. Donc, oui, c'est vrai que cet épisode-là était plus personnel parce qu'il se déroule dans ma région natale. J'avais jamais mis les pieds au palais de justice de la Malbaie, moi qui avais visité à peu près tous les palais de la province. Puis, j'ai touché à cette justice de proximité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans un village, là, disons ça disons les choses comme elles sont. Et quand tout le monde veut donner sa version des faits, moi, je suis arrivée là, puis tout le monde me reconnaissait, puis tout le monde avait envie de me livrer sa version des faits. Et on a même eu un témoin, un nouveau témoin, qui est venu vers moi, qui s'était jamais manifesté aux policiers, ni au procureur. Puis c'est moi qui lui ai dit, écoutez, monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est important, là. Ça fait partie de la preuve, puis ça pourrait même avoir un impact sur un mobile de crime, là. Je veux dire, on est là. Puis moi, j'avais jamais vécu ça. C'était vraiment, je pensais pas, avec ce balado-là, vivre dans un palais de justice une expérience que j'avais pas encore expérimentée après 6 années passées, parce que j'ai quand même, maintenant, je ne fais plus de journalisme judiciaire, mais j'ai quand même passé 6 ans dans les palais. Fait que j'ai été la première surprise de vivre encore des choses comme celle-là. Puis ça fait un épisode qui est plus personnel, mais puis en plus, il y a ma tante qui est dedans. En fait, elle est dans le balado parce que ma tante dirige une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Et c'est pas le genre de sujet dont on discute autour de la dinde ou de la tourtière à Noël, là, on s'entend. Fait que, mais on travaillait toutes les deux dans ce milieu-là, ayant couvert beaucoup, beaucoup de causes dans le passé de violences conjugales et tout. Donc, on n'avait jamais eu cette discussion-là. Fait que ça m'a permis aussi d'aller lui rendre visite à la maison La Montée, à la Malbaie. Puis ça devient l'exemple type de toutes les maisons d'hébergement, tout ce que les maisons ont constaté depuis 2021. Là. Ça vient d'où chez vous l'intérêt d'aller vers le monde pour raconter leur histoire, puis des histoires qui sont pas faciles souvent? Je pense que j'ai découvert à travers les années un désir de tendre le micro à des gens qui avaient pas de voix, tu sais, qui étaient laissés pour compte ou qui étaient. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que je défends la veuve et l'orphelin, là, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai comme une empathie naturelle pour ces gens-là et je pense que j'ai une capacité d'écoute qui me caractérise beaucoup et qui s'est définie avec le temps. J'ai réalisé aussi que les gens venaient vers moi parce qu'ils avaient confiance et ce qu'on m'a souvent dit, puis là, j'essaie de dire ce qu'on m'a dit parce que c'est un peu étrange de parler de soi de cette façon-là, mais on m'a souvent dit que j'inspirais cette confiance-là. Puis ça, pour moi, c'est hyper précieux parce que, mine de rien, c'est ce qui fait que des gens acceptent de s'asseoir avec moi. C'est ce qui fait aussi que j'ai réalisé l'importance de prendre le temps parfois avec des gens qui vivent des choses difficiles. Puis on m'a souvent posé la question, tu sais, dans la dernière décennie, t'es pas tannée de couvrir des sujets durs. Puis oui, c'est vrai qu'à chaque fois, je me demande, est-ce que je me replonge dans une aventure plus sombre? Puis à chaque fois, je réfléchis, puis j'hésite, mais je me dis,
il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse. Puis il y a une fibre de justicière, je pense, cachée en moi qui se dit je peux pas savoir des choses comme ça, avoir le potentiel de raconter ces histoires-là et ne pas le faire. Cela dit, est-ce que je vais continuer encore pendant des années de me plonger dans des sujets comme ceux-là? Je suis vraiment en réflexion en ce moment parce que c'est sûr que ça pèse parfois lourd sur le moral, inévitablement. Je pense que j'ai fait des projets qui ont marqué. Est-ce que ce sera un tour, le tour à d'autres, peut-être éventuellement, de prendre le flambeau? Mais je suis excessivement fière de ce projet de balado parce que justement, il va rester. Puis quand je sais qu'il est cautionné par SOS Violence Conjugale, par exemple, qui voit justement, depuis le lancement cette semaine, un outil de compréhension et d'explication de la problématique. Puis moi, à partir de là, je me dis, mission accomplie, si on est capable de dresser un portrait terrible, mais un portrait juste de la situation. J'écoutais votre narration, j'écoutais les bribes de réactions que vous avez laissées ou que la réalisatrice a laissées dans les entrevues que vous offrez. La première chose qui me venait en tête, c'est que je me disais, ça n'a pas dû être facile d'aller à la rencontre de ces gens-là. Non, ça a été par moments éprouvant, très, très éprouvant. Et on le sent même dans votre narration, même une fois revenu en studio. Il y a des phrases que vous dites, là, on le sent très mollo. Je me remettais dans l'émotion vécue au moment de la rencontre, effectivement, quand j'enregistrais les narrations, parce que je voulais reproduire ce que moi j'avais vécu sur place puis le transmettre dans la voix. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces narrations-là avec Marie-Michel, mais je les ai incarnées, je les réécrivais moi-même pour m'assurer que ce soit mes mots, que ce soit ma façon de livrer l'information que j'ai développée à travers le temps. Mais c'est tellement vrai que par moments, ça a été difficile. Pour être bien franche, là, puis j'en ai recueilli des témoignages, mais certains de ces témoignages-là m'ont cassé en deux, là, carrément. J'ai eu de la difficulté sur le coup, alors que d'habitude, j'ai une maîtrise de moi-même assez fort. Mais là, c'est parce que ça dépassait un peu n'importe quel être humain normalement constitué devant des témoignages comme ceux-là peut pas rester insensible. Puis surtout aussi, j'ai réalisé une chose, c'est que j'avais tourné la parfaite victime. Je venais d'avoir mon fils, mais c'était encore tellement nouveau que j'avais pas eu encore le moment. Tu sais, une relation avec son enfant, ça se développe avec le temps. Mon fils a 3 ans et demi aujourd'hui. Fait que c'est sûr que dans les derniers mois, quand on travaillait sur ce projet-là, mon rapport à l'enfance, mon rapport au rapport mère-enfant a tellement pris de la place. Fait que c'est sûr que j'ai été touchée d'une façon complètement différente de d'habitude, là. Parce que moi, quand j'entends un fils qui doit dire au revoir à sa mère, adieu, pas au revoir, adieu à sa mère, c'est sûr que là, ça vient plus me chercher de la même façon. Puis je m'étais beaucoup questionnée avant d'avoir un enfant, si ça allait changer ma capacité, ma façon de travailler, puis oui, forcé de constater qu'évidemment, ça me touche pas de la même façon. Puis je peux-tu vous dire que je l'ai pris souvent dans mes bras, mon fils, surtout dans les derniers jours, hein, c'est fou, là, on dirait que là, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions encore. Les familles nous disent qu'ils sont satisfaites de ce qu'ils ont entendu, puis ça, c'est la plus belle récompense qu'on pouvait imaginer, parce que quand ces gens-là nous font confiance, la première chose qu'on souhaite, c'est de rendre justice à cette confiance-là. Puis pour moi, ça, c'était primordial qu'on traite avec respect ces témoignages-là importants. Puis là, quand on nous dit que oui, c'est dur à entendre, mais que ça a été fait avec délicatesse, je suis vraiment ravie de ça. Vous venez de répondre à ma prochaine question parce que c'était ça. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que les familles vous avaient dit. Puis, Monique? Dans la famille Harry, justement, j'étais avec elle il y a quelques minutes à peine encore, puis elle me disait qu'elle avait tout écouté, puis c'est sûr qu'elle devait faire des pauses, mais c'est aussi, dans leur deuil à eux, une façon d'être dans l'action. Fait que c'est un peu un cadeau qu'on leur a fait d'une certaine façon, de pouvoir faire marquer dans le temps ce qu'ils ont vécu, puis qu'on n'oublie pas, dans le fond. Fait que ça, c'est super précieux. Puis on sent que dans certaines familles, dans certaines histoires, vous avez même permis à ces gens-là d'avoir un petit passage thérapeutique. Hein. Pour nous, c'est une histoire à prendre, là. C'est un coup de poing dans certains cas, mais on sent que les gens avancent. Je pense à quelqu'un qui se confie pour la première fois, je veux pas vendre de punch, mais qui se confie pour la première fois, puis je dis « Wow! »
Ouais. Vous avez fait vraiment œuvre utile de leur côté aussi, là. Plusieurs personnes se sont confiées, en effet, pour la première fois. Là-dedans, il y a des histoires qui ont été ultra médiatisées, mais ces gens-là, pour toutes sortes de raisons, puis tellement légitimes et compréhensibles, étaient pas prêts avant ça de raconter leurs histoires. Et il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi longuement, puis avec raison, parce que c'est sûr que ça a des implications très, très émotives de se lancer là-dedans. Je pense à la famille Dallaire qui a accepté de le faire, entre autres, pour aider d'autres familles avec les enfants dans un contexte de deuil traumatique. Le petit Léon, il y avait 1 an à peine là, quand c'est arrivé. Et puis, comment on accompagne cet enfant-là, à quel moment on répond à ses questions, de quelle façon. Donc, tout ça peut servir aussi à n'importe quel enfant et famille qui est mal outillé dans un contexte de deuil traumatique. Je pense que l'épisode « Trouver les mots », où on a rencontré une spécialiste en deuil jeunesse, entre autres, il apporte des clés pour ces deuils traumatiques-là qui sont pas juste par féminicide, mais aussi, par exemple, par situation où quelqu'un s'est enlevé la vie, même un accident dramatique. Je pense qu'il y a des pistes de solutions aussi pour même d'autres types de situations. Mais c'est ça, vous m'amenez à ma prochaine question, parce que ce que je trouvais généreux, je pense que c'est le seul mot qui me vient en tête de votre part, c'est que vous auriez pu raconter, puis laisser les gens raconter leur histoire et nous laisser là avec ça. Mais vous nous amenez aussi des pistes. Il y avait vraiment une démarche. C'est généreux comme production. Parce que vous essayez de nous amener plus loin, là. Et puis d'aider les gens qui seraient peut-être dans cette situation-là aussi. En fait, je me souviens très bien quand on réfléchissait à ce qu'on avait envie de dire, envie de faire et ce qui était important pour nous, Marie-Michel Giguère, Émilie Duprat et moi là-dedans. Puis on s'est dit, il faut que ça fasse œuvre utile. Il faut aller plus loin que de présenter ces témoignages-là. Parce que présenter ces témoignages-là, oui, c'est donner une voix aux familles. Oui, c'est un devoir de mémoire envers les femmes qui ont été tuées. Mais est-ce qu'on fait un travail? Est-ce qu'on assume notre responsabilité collective de poser des questions? Puis pour moi, ça, c'était super important qu'on rencontre la SQ, qu'on rencontre la DPJ, parce qu'on avait des questions pour eux, là. Quand on recueille des témoignages comme ceux-là, il y a vraiment des gros points d'interrogation, des drapeaux là, qui se sont levés. Puis donc, ça venait aussi avec une recherche, d'une certaine façon, de meilleures façons de faire. À partir du moment où on s'indigne, on se dit ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose, ben, OK, parfait, sont où les outils, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça venait avec ça, puis ça, pour moi, c'était primordial qu'on aille dans cette direction-là aussi, puis que ça fasse partie de la discussion. Parce que sinon, c'est là où souvent on va sombrer dans un sensationnalisme ou qu'on va se poser la question, mais pourquoi avoir présenté ces témoignages-là? Puis, tu sais, ces gens-là souffrent encore énormément. Mais là, leur souffrance, elle est mise à contribution pour une bonne cause, c'est-à-dire sauver des vies éventuellement, là. Qu'est-ce que vous espérez par cette série? Déjà, depuis quelques jours, c'est au-delà de mes espérances parce que les commentaires, la rétroaction qui entre, j'aurais pas pensé. Sincèrement, peut-être que je vivais dans un monde parallèle parce qu'on avait tellement le nez collé dessus. Je me suis dit, c'est niché, c'est un sujet qui est dur, ça rejoindra peut-être pas nécessairement le grand public, mais c'est pas grave parce qu'il faut faire ça puis ça servira. Mais là, je me rends compte que non seulement le public se l'approprie, que non seulement on partage l'information parce qu'on se dit voici un état de situation qu'on n'accepte pas puis il faut faire quelque chose, il faut en faire plus parce qu'il y a déjà quand même des initiatives qui sont mises en place là, depuis 2021, entre autres dans les corps policiers et tout, mais puis il y a des enveloppes budgétaires du gouvernement qui ont été octroyées, même si c'est pas encore suffisant, disons-le. Mais je pense que tout ça peut continuer de servir. Puis je pense, entre autres, mon plus grand souhait, c'est qu'on s'attaque aux antécédents judiciaires, dans la mesure où, en faisant le balado, on s'est rendu compte qu'il existe une disposition législative qui permettrait d'aviser une conjointe, une femme, que la personne avec qui elle partage sa vie ou que son ex que cette personne-là a des antécédents en matière de violence conjugale. Ça, on sait que ça peut sauver des vies, ça peut en tout cas allumer des lumières, changer complètement la donne. Puis on l'expose très, très bien dans le balado, je pense. Puis ça existe au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, à Terre-Neuve également. Donc, ça se peut là, d'en faire plus parce qu'on n'a pas ça au Québec en ce moment. Puis quand je pose la question à la Sûreté du Québec, puis qu'on me dit « Ben non, on n'a pas le droit d'aviser une victime si son conjoint il est violent, puis on le sait. »
parce qu'on s'expose à des sanctions déontologiques. T'sais, ça, pour moi, si au moins on peut avoir cette discussion-là, puis qu'éventuellement, je ne sais pas, moi, que ça puisse aider à faire passer ces modifications-là législatives, à donner ces outils-là aux policiers pour alerter des femmes qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée. Puis il y en a plein, là. Il y en a plein. Donc ça, pour moi, là, ça pourrait être un leg important, je pense. Mais sinon, déjà, les organisations de femmes victimes de violences conjugales, des victimes, des proches de victimes, utilisent le balado comme outil de sensibilisation. Ça fait 24 heures, puis déjà, j'en reviens pas là, du rayonnement de tout ça. C'est au-delà de nos attentes. Je rappelle le titre de la balado, c'est important de le garder en tête. Maman arrête de mourir, survivre au féminicide. C'est disponible aujourd'hui sur l'application audio de Radio-Canada. Monique Néron, merci puis félicitations pour cette production à vous puis à votre collègue Marie-Michèle Giguère, la réalisatrice qui a fait un formidable travail pour nous amener avec vous rencontrer ces gens-là et apprendre de leur histoire. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. En fait, c'est moi qui vous remercie de prendre le temps aussi de parler de ce sujet si important. Merci. En mai dernier, dans le cadre du podcast là, Mon Carnet, je vous ai parlé d'un événement qui s'appelait 24 heures de pause, qui était un événement à ce moment-là qui concernait les familles. Et là, dimanche, le 20 novembre, donc qui vient, il y a un autre événement, un autre 24 heures de pause, mais cette fois-ci, c'est pour les jeunes. Évidemment, déjà que ça m'avait intéressé au mois de mai, on avait fait une entrevue avec un chercheur. Et là, je me suis dit, tiens, on va parler avec une des personnes qui est au centre de la campagne Pause, et c'est Caroline Campeau, qui est coordonnatrice de la campagne Pause, qu'on va rejoindre directement. Bonjour, Caroline. Bonjour. Caroline, donc, je le disais, il y a l'événement qui a eu lieu au mois de mai dernier qui concernait les familles. Cette fois-ci, ce sont les jeunes. Mais avant de parler de l'événement, j'aimerais ça qu'on rappelle 24 heures de pause. Qu'est-ce que c'est exactement? Ou l'organisme, qu'est-ce que c'est? Pause, en fait, est une initiative qui vise à prévenir tous les risques associés à l'hyperconnectivité. Donc, l'hyperconnectivité est un contexte social dans lequel on vit où vraiment tout nous pousse vers la connexion, vers être en ligne le plus longtemps possible. Et c'est positif pour plein de différentes raisons, mais en même temps, ça comporte son lot d'impacts négatifs. Et donc, nous, on vise à promouvoir une utilisation plus consciente et équilibrée des écrans. Donc, c'est la promotion d'une saine hygiène numérique, ça ressemble à ça? Si on veut de meilleures habitudes numériques, en fait, en général, plus équilibrées, qui favorisent notre bien-être, donc on tire avantage, on profite des avantages sans nécessairement subir les méfaits. Et comment vous arrivez à passer le message auprès des gens? C'est sûr ça commence un petit peu par une conscientisation, donc d'être conscient que tout nous pousse, comme je disais, à être connectés, que derrière nos appareils, il y a aussi des développeurs qui utilisent des techniques, des stratégies de marketing qui font en sorte que des fois, on perd le fil du temps, on a de la difficulté à se déconnecter aussi, à composer avec tout ça. Donc, on commence par une certaine éducation, finalement, par rapport à ça. Et parfois, c'est nécessaire de prendre un pas de recul, un temps d'arrêt pour évaluer la place que ça l'occupe, la place qu'on lui a donnée finalement. Et donc, avec des événements comme le 24 heures de pause, on vise à faire vivre des expériences de réflexion comme ça. Donc, vous avez des activités qui roulent de conscientisation, là. Vous avez des activités qui roulent pendant toute l'année? Oui, tout à fait. Donc, Pause, en fait, est principalement un site de référence qui donne de l'information sur le sujet et on s'entend que l'utilisation des écrans, c'est très, très large. Donc, il y a plein de petits sujets, comme récemment, on a abordé l'anxiété qui peut être générée par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, comment reconnaître finalement ça et quelques trucs et astuces pour diminuer cet impact-là. Donc, on aborde plein de petits sujets comme ça. On donne de l'information aux parents de jeunes enfants, parents d'adolescents. On
a également un espace jeune qui est dédié spécifiquement aux jeunes avec des outils interactifs, des quiz qui vont leur permettre de réfléchir à leurs habitudes, évaluer l'utilisation et recadrer un petit peu. On démonise pas les écrans du tout, hein, ça, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment juste d'apprendre à composer, naviguer à travers tout ça. Et on a aussi un espace pour les intervenants, donc avec des outils clés en main pour sensibiliser leurs jeunes à cette réalité connectée-là. Alors, avant de parler de l'événement qui se passe cette semaine, je suis juste curieux, est-ce que vous avez retenu des leçons de la dernière édition qui s'est passée au mois de mai dernier avec les familles? Oui, mais je vous dirais en fait, parce qu'on a eu aussi en automne dernier l'édition qui s'était passée auprès des jeunes. Et donc, nous, on essaie de retirer un petit peu de l'information de comment que eux ont vécu cette expérience-là. Et donc, on avait fait un sondage auprès d'eux et 63% en fait des jeunes qui ont participé l'année passée réalisaient qu'ils se connectaient principalement par automatisme. Donc, sans nécessairement réaliser là, pourquoi ils étaient en train de le faire, ils avaient développé une habitude, un certain réflexe. Et donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de briser finalement ce réflexe-là? Et donc, on tient compte de cette information-là finalement qu'on a eue de leur expérience et on l'a utilisé pour la nouvelle campagne qui roule en ce moment, là, pour essayer de changer de mode et de leur dire qu'ils peuvent reprendre le contrôle finalement. Alors, comment on fait pour briser cet automatisme-là? Bien, il y a certains trucs qui sont spécifiques, par exemple, soit à la configuration de l'appareil ou soit à nos habitudes. Donc, par rapport à la configuration, c'est sûr que nos appareils, par défaut, nous envoient beaucoup de notifications. Donc, ils sollicitent notre attention constamment. Et ça, c'est des choses que manuellement, on peut aller changer là, dans les paramètres. Et donc, c'est important de diviser un petit peu entre qu'est-ce qui est essentiel comme notification, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le plus possible désactiver finalement ces notifications-là qui ne sont pas essentiel. Ensuite, on peut prendre, par exemple, des moments de pause, ce qu'on met de l'avant, régulièrement pour essayer de briser ces réflexes-là. Essayer aussi, de temps en temps, de mettre notre appareil hors de vue quand on veut vraiment se concentrer sur quelque chose, parce que simplement le voir nous rappelle qu'il y a quelque chose qui se passe derrière l'écran, puis peut-être qu'on est en train de manquer quelque chose. Donc, c'est ça, c'est de prendre des petits trucs comme ça qu'on met de l'avant là, pour nous aider. Est-ce qu'il y a en quelque sorte une certaine notion de sevrage par rapport aux habitudes qu'on a quand on n'est pas conscient de la chose? Oui, tout à fait. Puis ça fait longtemps aussi qu'on le fait. Et donc, même que ça en vient à développer comme le concept de la vibration fantôme. Des fois, on pense que ça vibre pas. Donc, à ce point-là que ça vient jouer vraiment. Et donc, oui, tout à fait. Tout dépendant, en fait, du type d'utilisation que la personne a, elle va se rendre compte de un certain manque, peut-être aussi un certain vide qui est comblé par la stimulation, finalement, qui est derrière l'écran. Puis après ça, ben, c'est de réévaluer à quel point que ça prend de l'importance, à quel point qu'on y accorde cette place-là et est-ce qu'on veut recadrer. Et ça, c'est vraiment propre à la personne là, de prendre ces décisions-là. Ah, c'est très intéressant. Et donc, là, dimanche, le 20 novembre, vous avez une journée qui est dédiée aux jeunes. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Donc, en fait, cette journée-là, c'est le dimanche de la semaine de la prévention des dépendances. Donc, on a choisi, en fait, cette journée-là aussi parce que c'est sûr que c'est un petit peu ce qu'on fait aussi d'une certaine manière, briser ce cycle-là là, qui peut potentiellement devenir une dépendance. Et donc, on invite les jeunes du Québec à s'inscrire. C'est sûr que nous, dans le fond, on a besoin de savoir c'est qui pour pouvoir leur donner un petit peu de trucs et de conseils à l'avance pour qu'ils se préparent. Ils peuvent planifier des activités avec leurs amis. S'ils le font en groupe, c'est un petit peu plus facile d'embarquer et de le maintenir. Et on leur demande le plus possible cette journée-là de dédier leur temps libre à autre chose que des écrans. Donc, on comprend que s'ils ont des obligations professionnelles ou académiques, peut-être qu'ils ont besoin de se connecter. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment limité à quelque chose, à des fins là, obligatoires. Mais pour tout ce qui est des obligations académiques, à ce moment-là, des obligations, je veux dire, pour tout ce qui est de leur temps libre, ils peuvent le dédier à autre chose. Et donc, c'est ce qu'on les invite finalement à faire cette journée-là. Et comment vous les invitez à se contacter entre eux pour organiser ça? Donc, nous, on suggère de planifier la journée à l'avance. Donc, s'ils savent qu'ils veulent le faire en équipe, en groupe avec leurs amis, ils peuvent prévoir, on va dire, une randonnée quelque part ou une soirée de jeux de société ou quelque chose qui fait en sorte, finalement, qu'ils peuvent en parler à l'avance, pas cette journée-là. Nous, on leur propose en fait 4 niveaux de défis, donc tout dépendant aussi de ce qui peut-être est le plus présent chez eux. Ils peuvent prendre une pause des jeux vidéo, ils peuvent prendre une pause des réseaux sociaux, ils peuvent prendre un 24 heures sans streaming,
donc tout ce qui est Netflix et YouTube, ou le défi ultime qui est 24 heures sans écran à des fins de loisirs. Ça prend beaucoup de courage, ça. Oui. Parce que c'est intéressant, parce que quand vous nommez les différents volets de ce défi-là, on se rend compte que c'est pas uniquement le téléphone, c'est pas uniquement l'ordinateur ou la console, mais c'est aussi le cinéma. Puis évidemment, toutes les voies par lesquelles on garde le contact avec des proches. Vous avez fait référence à un sondage que vous avez fait l'an dernier. Est-ce que cette année, vous allez encore faire un sondage? Oui, on va faire la même chose. Cette année aussi, on a fait un groupe de discussion avec des jeunes pour avoir leur opinion. Et encore une fois, c'est ça ce qui ressortait, c'était ce besoin-là d'être plus conscient de toutes les influences potentielles qui les gardent en ligne et de comment finalement reprendre le contrôle par rapport à ça. Et donc, oui, tout à fait, on s'enrichit un petit peu de leur opinion pour être sûr que ce qu'on fait est pertinent là, pour les aider. Et qu'est-ce qui va faire que cette édition-ci va être un succès pour vous? Moi, c'est une très bonne question. Personnellement, je pense que de plus en plus, après la pandémie a fait en sorte qu'on s'est vraiment beaucoup connecté et on a comme ce désir-là, finalement, de se remettre dans notre moment présent hors ligne. Et je pense que ça, c'est positif pour Pause, parce que nous, on en parle déjà, ça fait plusieurs années, mais disons que les gens sont peut-être plus réceptifs cette année et les jeunes aussi. Eux-mêmes, là, ont vécu une certaine écœurantite, si on veut, là, d'être en ligne constamment. Donc, ils ont envie de faire des choses sans écran, des activités sans écran. Donc, je pense que ça va être un plus pour Pause, pour le 24 heures de pause cette année. Je vous souhaite une bonne pause le 20 novembre, quoique j'ai l'impression que vous allez tellement être occupé, mais une bonne pause quand même. Caroline Campeau, coordonnatrice de la campagne Pause de 24 heures de pause. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Ça me fait plaisir, merci. À la fin des années 90, mon prochain invité a lancé ce qu'on pourrait considérer comme la genèse du métavers, le premier monde virtuel immersif dans lequel les participants pouvaient virtuellement habiter, se rencontrer, se divertir et même faire du lèche-vitrine. En 1996, le deuxième monde se voulait une copie réaliste de Paris où l'usager se trouvait immergé dans un environnement 3D dans lequel il pouvait dialoguer en temps réel avec d'autres habitants représentés par un avatar. Ces gens-là, on les surnommait les bimondiens. Et à l'époque, j'étais un de ces bimondiens avec un appartement virtuel rue Rivoli, duquel je partais à la découverte de rues virtuelles de Paris pour me rendre sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame pour rencontrer d'autres habitants de ce Paris virtuel. Faut vous imaginer, à ce moment-là, on est encore à l'époque des vieux modems 14.4 qui prenaient quelques minutes pour nous faire apparaître une page web un peu complexe. Et puis moi, je me promenais virtuellement à Paris, à des milliers de kilomètres de chez moi. C'est probablement pour ça que j'ai toujours été sensible au monde virtuel, parce que je sais depuis longtemps, depuis 25 ans, et de première main, comment ces mondes immersifs peuvent nous amener ailleurs, comment ils nous permettent de découvrir d'autres mondes, d'autres gens, sans quitter son chez-soi. C'est donc à l'heure où on parle énormément de métavers que Meta fonde l'avenir de son empire sur cette nouvelle réalité virtuelle qu'Apple semble vouloir emboîter le pas de son côté, que je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour m'entretenir avec le cofondateur de ce deuxième monde de Canal+ Multimédia, Alain Lodiberdaire. Bonjour Alain Lodiberdaire. Bonjour. Avant de se lancer dans le sujet, si vous le voulez bien, qu'on retourne pour parler de l'époque. On est autour de 1996-97. La France est encore au Minitel majoritairement. L'Internet commence à se pointer le nez. Vous êtes directeur des nouveaux programmes chez Canal+. Et chez Canal+, à cette époque-là, on sent que ça commence à bouger du côté de l'Internet, mais aussi du côté du multimédia. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de cette époque-là. Alors, moi, je suis rentré à Canal+ tout début 1994 et j'ai pu créer une espèce de, on va dire, de laboratoire, mais qui était un paradis des nouvelles technologies, puisque j'avais créé une filiale de jeux vidéo, de Canal+ Multimédia. Je faisais des émissions
une quotidienne, une mensuelle, une hebdo. Enfin, je participais à une hebdo. Et puis, on a créé en France le premier site internet de chaîne de télévision. Donc tout ça a été mélangé et il y avait plein de jeunes gens qui apportaient des idées. On a un peu tout essayé, etc. Le deuxième monde a été créé dans ce contexte-là. Et c'est vrai que dans notre esprit, c'était un peu militant. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait très peu de gens qui avaient même des ordinateurs. C'était minoritaire. Hein. C'était pas 10% à l'époque. Hein. Oui, alors si on tenait compte des ordinateurs de jeu, c'était un peu plus. Ça faisait 25% parce qu'il y avait les ordinateurs disons, domestiques, comme on disait, les Atari, les Commodore, etc. Mais au total, il y avait un quart de la population qui pouvait théoriquement utiliser des logiciels chez eux. Quoi. Mais est-ce que... Oui, pardon, poursuivez. Non, et moi, mon sentiment, c'est que tout ce truc-là, les jeux vidéo, j'avais écrit des livres sur les jeux vidéo, j'avais fait des jeux vidéo, allait devenir une culture majoritaire. Et donc, il fallait qu'on anticipe sans risque, même si effectivement, pour peut-être la moitié des gens qui regardaient Canal+, c'était un peu du chinois. Mais le mouvement était là, quoi, et il fallait qu'on aide à le populariser. Mais Canal+ était connu à cette époque-là pour innover dans sa programmation télé. Ça, on s'entend. Même la formule de diffusion était nouvelle. Mais tout le côté technologique, tout le côté numérique, ça, c'était quand même du neuf quand vous êtes arrivé. Alors, oui et non. D'abord, Canal+ avait... moi, j'ai été recruté, en fait, pas pour ça, mais parce que Canal+ voulait passer au numérique, la télé numérique. Et j'étais avant à France Télévisions et j'avais lancé un certain nombre de travaux sur la future télévision numérique. Donc, du point de vue audiovisuel classique, Canal+ avait toujours été intéressé par les nouvelles technologies. D'abord parce que c'était crypté, il fallait des décodeurs, il fallait des logiciels de cryptage, etc., etc. Très vite, Canal+ avait utilisé un service Minitel qui était assez performant, etc. Donc, il y avait un bain d'intérêt pour la technologie en général à Canal+. Moi, ce que j'ai apporté, c'était alors les jeux vidéo déjà, et puis les réseaux, Internet. Parce que le Minitel, c'était un réseau, mais comment dire, c'est quelque chose de tout à fait banal à l'époque en France. Mais donc, c'était une entreprise qui avait, comment dire, un appétit pour la technologie. C'était, toute proportion gardée, le Google français. Oui. Mais au niveau de l'innovation, au niveau du dépassement, de surprendre les gens. C'est ça. Alors, Canal+ a été fait par des gens qui ont copié ce qu'il y avait de mieux. Donc la formule, c'était HBO. La programmation, ça s'inspirait pas mal de Channel 4 en Grande-Bretagne. Et donc là, il y avait une espèce d'amalgame d'expériences faites ailleurs qui du coup étaient prises en France pour des innovations pures. Mais en fait, c'était de la copie. La bonne innovation, ça commence par de la copie. C'est bien de nous le rappeler, ça, parce que c'est encore toujours le cas. Donc, on part de cette mise en contexte et on en arrive au sujet qui nous permet de se parler. Deuxième monde, d'où est venue l'idée? Parce que vous le disiez, vous aviez un bagage dans le jeu vidéo, mais d'où est venue l'idée de créer un jumeau numérique de Paris? Alors, comme toujours, les idées, elles évoluent. La première idée que j'avais, moi, c'était qu'il y avait des jeux qui étaient multilingues. C'est-à-dire que il y avait des jeux d'aventure, il y avait une version anglaise, française, allemande, espagnole, etc. Et on pouvait jouer à plusieurs. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est formidable parce que si moi je joue en français contre quelqu'un qui est en Allemagne, moi je vais parler en français, mais lui il va avoir de l'allemand. Et donc on va pouvoir comme ça faire des jeux mondiaux. L'idée c'est ça au départ. Hein. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'était le fait de faire des mondes persistants. C'est-à-dire que ce qu'on y faisait restait même quand on avait éteint l'ordinateur. Et donc au départ, donc j'ai voulu faire un jeu vidéo dans un monde persistant, multilingue. Et puis là-dessus est arrivé donc mon idée. Enfin, je déposais, si vous voulez, le scénario en 93. Et je suis allé à Canal+ 3 mois après. Et donc j'ai dit à Pierre Lescure, qui était le patron de Canal+, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, j'y comprends rien, mais ça a l'air bien.
Et donc, c'était comme ça à Canal à l'époque. Et donc, on est parti sur cette idée. Et c'est comme ça que j'ai utilisé une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Cryo, qui avait l'habitude de faire des jeux vidéo, et pour concrétiser mon idée. Mais en chemin faisant, donc là, on a lancé les travaux, on a signé le contrat début 95. Donc il y avait déjà 1 an et demi qui s'était passé par rapport à mon idée de départ. Et Internet, alors à l'époque, il y avait surtout CompuServe en France. Ouais. Mais c'était déjà un peu Internet, même si c'était fermé. Et l'autre part, alors ça, c'était la raison positive de changer un petit peu d'idée. Et la deuxième idée, c'est que Cryo n'avait pas l'expérience de faire des jeux en ligne. D'ailleurs, personne l'avait très bien en Europe 1. Il y a eu après World of Warcraft, mais on savait pas faire. Et donc, ça a beaucoup patiné. Et d'ailleurs, puisque vous avez le CD du Deuxième Monde, il faut rappeler qu'il y avait en fait un deuxième jeu dans la boîte qui s'appelait Légendes souterraines. Et parce qu'en fait, Cryo nous avait un petit peu menti. Bon, c'était transparent. Hein, je comprenais le problème. On s'est pas fâché à cause de ça. Mais ils arrivaient à faire un jeu qui était offline. Et puis, ils ont réussi à créer un monde qui était ce qui a été le Deuxième Monde, celui qui est resté célèbre après. Et là, on a commencé à se disputer un peu avec Cryo, parce que moi, j'ai voulu que ce soit un monde réel, que ce soit dans Paris. Parce que mon idée, c'était que là, dans une communauté virtuelle, c'est déjà tellement étrange que si en plus, on doit se demander dans quel sens est la pesanteur et s'il n'y a pas un monstre qui va sortir de ci, de là, en fait, l'originalité multipliée, l'originalité du décor se traduit par le conformisme des comportements. Et moi, je pensais qu'avec un décor absolument pas original, on pouvait avoir des comportements originaux. C'était purement intuition. C'était pas la leur, et Cryo était plutôt des gens qui faisaient des très beaux jeux d'ailleurs de science-fiction. Donc, le Deuxième Monde, proprement dit, a été intégralement animé par Canal+, mais la boîte de jeux vidéo était vendue par Cryo. Et donc, on a lancé ça en 97. Dans ce que vous dites, il y a deux choses que je retiens, deux informations. Vous parlez du Minitel. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous aviez pensé faire une version pour le Minitel? Oui, bien sûr. Au départ, la boîte devait être vendue avec un câble qui permettait de relier le PC et le modem. Parce que les gens n'avaient pas de modem. C'était ça aussi le problème. Hein. Le modem du Minitel, qui était un tout petit modem. Et c'est pour ça, alors ça a aussi pesé dans le destin du Deuxième Monde, c'est comme on anticipait des modems très peu performants, qui faisaient 1,2 kilobits, 1200 bits par seconde seulement. Il fallait que les graphismes soient en local, sur le CD, pour qu'on ait finalement envoyé que le texte et les déplacements, quoi. Alors ça, c'était une contrainte. On n'avait pas anticipé que les modems allaient beaucoup s'améliorer, et donc on aurait pu prendre une autre idée qui était de laisser les graphismes sur le réseau et de se passer de CD. Ce qui avait un avantage, c'est qu'on pouvait faire évoluer, parce que le problème, c'est que une fois qu'on avait fait Paris, certains quartiers de Paris, on pouvait pas en faire d'autres. Il a fallu faire un deuxième CD. Mais bon, mais effectivement, au début, ça a été fait, c'était conçu pour utiliser le modem du Minitel. Et ça semble bizarre aujourd'hui de parler d'un CD où on installe l'interface de jeu, mais à l'époque, c'était aussi l'époque du CD-ROM, où les gens avaient des encyclopédies, avaient des jeux, des mondes virtuels qui étaient en circuit fermé et qui se trouvaient sur le CD-ROM. C'est ça. Et il y avait une raison. Alors d'une part, les CD-ROM c'était nouveau, c'était bien, c'était excitant par rapport aux anciens supports de stockage qui étaient les disquettes. Mais d'autre part, les réseaux étaient tellement peu performants qu'on n'aurait pas pu transmettre sur les réseaux autre chose que même le son ne passait pas. Hein. Il fallait, on pouvait faire du texte, on pouvait faire des ordres de déplacement et c'est tout. C'est drôle parce que vous dites que le son passait pas et pourtant vous aviez déjà programmé l'utilisation du téléphone virtuel. Faut quand même le faire. Alors, il fallait, il fallait choisir. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait dans le cas du Minitel, le son passait pas, mais si les gens avaient un modem
plugués dans leur ordinateur un peu plus puissant. Donc, ça montait à l'époque jusqu'à 14 400, je me rappelle. Les modems. Là, du coup, par contre, le son pouvait passer. Mais ça, c'était optionnel en quelque sorte. Au début, quand on l'a conçu, on a pensé à la pire des situations, c'est-à-dire que les modems qui n'avaient que 1200 bits par seconde de débit. Et c'était tellement pas rapide, mais bon, on est loin de ça aujourd'hui. Mais là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, vous avez déjà dit, c'est donc une numérisation d'une partie de Paris, mais pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas connu ce moment-là, une fois qu'on se branchait, on avait installé le CD-ROM, on se branchait, on était le contact, on avait entré nos identifiants, qu'est-ce qu'on voyait? À quoi on avait accès? Alors, bon, d'abord, quand on rentrait, on se choisissait un avatar. On était, alors là, pour les premiers à faire ça. C'est-à-dire que on apparaissait dans la forme qu'on voulait. Donc, un homme pouvait se transformer en femme, un enfant en vieux. Enfin, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait dans les limites graphiques de l'époque. Mais et donc, on se promenait dans Paris et on rencontrait d'autres personnes. Et il y avait un certain nombre d'activités prévues. Alors, très vite, j'allais dire comme prévu, ça nous a échappé. C'est-à-dire que nous, on avait fait des boutiques, on faisait des expositions, il y avait le Louvre, il y avait des concerts, etc. Mais très vite, les gens ont créé leur propre événement. Et donc, on avait un partenaire pour la technologie de réseau qui était le groupe Capgemini. Et Capgemini avait une boutique dans un quartier de Paris et il y avait une hôtesse à l'entrée qui était habillée en bleu. Et donc, en fait, une bonne partie des utilisateurs, peut-être que vous-même vous l'avez fait, se donnaient rendez-vous chez, pardon du mot, chez la conne en bleu. Parce que, comme elle ne répondait pas, ils disaient qu'elle était idiote. Et donc, c'était les soirées chez la conne en bleu. Alors, c'était un exemple. Un autre exemple, c'est que très vite, ils avaient trouvé on avait représenté un grand jardin dans Paris, qui est le jardin de Luxembourg. Et dans ce jardin de Luxembourg, il y avait un bug. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où l'avatar tombait dans un trou, mais sa tête dépassait. Et donc, ils ont fait un avatar fictif qui avait une tête de ballon de foot. Et il faisait des matchs de foot en tapant dans la tête de l'avatar. Il y a des exemples comme ça, il y en a eu plein. Hein. Il y avait des groupes de science-fiction, des groupes sur le rock, etc., etc. Donc très vite, la communauté s'est autogérée. Et dès le début, j'avais prévu d'en faire une société. J'avais pris des spécialistes du droit constitutionnel et on a fait des élections. Et l'idée, c'est de leur confier des règles de modération. C'est-à-dire que s'il y avait des gens qui avaient des insultes ou qui tenaient des propos antisémites ou du harcèlement, de la drague trop lourde, au lieu que ce soit nous, Canal+, qui faisions la police, je la faisais faire par les bimondiens, comme ils sont dit. Et donc, ils ont fait une élection, ils ont créé un conseil constitutionnel et c'est eux qui s'occupaient, on leur avait donné les clés pour désactiver les comptes des gens qui étaient jugés indésirables. Et donc, il y avait une activité politique, des discussions un peu dans tous les sens. Mais il n'y avait pas de jeu. En fait, les jeux qui existaient, c'est eux qui les avaient inventés. Je vous laisserai encore écouter pour un bout, mais là, vous allez trouver que le podcast dure trop longtemps. Alors, j'arrête l'entrevue ici. La rencontre a duré plus de 45 minutes. Je vous invite à écouter l'intégrale de celle-ci sur la chaîne Mon Carnet de votre service de distribution de balado préféré. Elle sera disponible à compter de mardi prochain. Et vous pourrez entendre ce que retient Alain Lodiberder de cette folle expérience et les conseils qu'il pourrait donner à Mark Zuckerberg pour ne pas échapper son projet de métavers signé Meta. Place maintenant à mes collègues. Thierry Weber nous parle de la 12e édition du Meilleur du Web, la grande célébration du savoir-faire numérique des Suisses. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Une fois n'est pas coutume, je n'ai aucune note en face de moi.
je n'ai tout simplement pas préparé mon sujet. Alors oui, c'est pas tout à fait vrai puisqu'effectivement le mois de novembre, les proches, les gens qui me connaissent bien savent que c'est une période un peu compliquée pour ce qui est de trouver des dates de libre, pour être disponible, pour être surtout détendu, puisqu'effectivement, chaque année, le mois de novembre signe l'arrivée du meilleur du web. Un prix co-créé avec ma collègue Victoria Marchand depuis 12 ans. Et oui, ça sera la 12e édition et qui se tiendra, cette édition, à nouveau en présentiel, eh bien, tout simplement la semaine prochaine, le 23 novembre à Lausanne, au Musée olympique. Alors pourquoi une telle introduction à cette capsule dans mon carnet ? Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous, on pourrait dire presque les coulisses de préparation de cette édition qui va renouer avec le présentiel. Ça, c'est déjà une belle grosse surprise pour nous, en tout cas une réjouissance, puisque pendant 2 ans, on a donné vie à des éditions en ligne qui ont été certes en ligne, mais aussi quand même très très fructueuse au niveau résultat, au niveau ambiance, au niveau lien avec cette industrie du numérique ici en Suisse. 2 éditions qui ont bien fonctionné, d'une part pour les soirées elles-mêmes, puisqu'effectivement on se devait de garder le lien même pendant cette période compliquée, mais surtout que pendant ces 2 ans, on a vu passer pléthore de projets qui tenaient la route, de l'innovation, de la technologie, mais aussi toutes sortes de choses comme les 10 autres catégories, les 8 autres catégories, puisqu'il y en a 10 au total, dans lesquelles les agences sont venus avec des véritables projets, malgré, comme je vous le disais, cette période compliquée. Ça nous fait un peu bizarre de revenir au présentiel, mais en même temps, on se réjouit de pouvoir renouer avec des contacts bien concrets, puisque mercredi prochain, le 23 novembre, on sera tous réunis dans l'auditorium du Musée olympique à Lausanne, avec justement de nouvelles agences, de nouveaux venus. Ça, c'est la belle surprise dans ces prix, c'est de voir chaque fois la visibilité qu'on crée autour de ces prix, parce qu'il y en a plusieurs. Peut-être qu'un jour, ça fera l'objet d'une capsule dans mon carnet. Et depuis 12 ans, nous organisons le plus vieux de ces prix. Historiquement, c'est par là que tout a commencé. Et bien, pendant ces 12 ans, on n'a pas arrêté de voir arriver des nouvelles agences, de nouveaux professionnels. Comment ça fonctionne ? Eh bien, la particularité de notre prix s'adresse à cette industrie ici en Suisse romande, la partie francophone de notre pays. Vous pouvez être une agence basée dans cette région pour un client en Suisse ou à l'étranger, mais vous pouvez être aussi une agence de l'extérieur, étrangère, pour un client en Suisse. Et la particularité de ce prix, c'est de faire rayonner les projets qui ont servi effectivement des clients basés dans cette région ou des agences qui ont collaboré sur des projets nationaux ou à l'international. Donc voilà, je prends une petite pause pour partager un petit peu l'arrière du décor avec vous. Je ne suis pas sur mon setup habituel, je m'en excuse pour la qualité sonore, mais je me suis quand même équipé d'un véritable micro. Tout simplement pour vous dire que c'est effectivement une source de stress, c'est cette période, parce qu'il faut renouer avec le présentiel, mais il faut aussi passer en revue tous les projets, il faut donner de la visibilité, bien présenter tout ceci, parce que la particularité des prix du meilleur d'eux, ça c'est la marque de fabrique effectivement rattachée à l'association qui a donné prix à ces prix, eh bien la marque de fabrique est que aucun projet, aucune agence qui participe à un de nos prix n'est au courant de savoir si, elle est retenue dans ce qu'on appelle en bon français le shortlisting, mais elle n'est encore moins informée de savoir si elle est en plus gagnante dans une de ces 10 catégories. Alors, pour les passer en revue, ces catégories, vous avez du UX, ça va plaire à Jean-François Poulain. Ça lui plaît tellement que c'est lui un des présidents d'une de ces 10 catégories. Je suis très très fier d'avoir réussi à l'avoir embarqué dans cette tâche que de passer en revue des projets suisses. Merci à toi Jean-François, cher collègue de mon carnet. À côté de ça, vous avez des catégories comme le mobile, comme la technologie, comme la vidéo, une catégorie qui me tient à cœur depuis quelques années et qui vient défendre effectivement le savoir-faire dans ce domaine. On a aussi les campagnes d'influence, ça c'est une nouvelle catégorie qui a vu le jour un petit
peu par la force des choses, puisque on a aussi TikTok ici en Suisse. Et puis, à côté de ça, il y a par exemple les campagnes de communication digitale dans le sport. Donc, une catégorie qui tient la route, puisqu'effectivement, peut-être vous le savez déjà ou vous l'aviez peut-être vu, Lausanne est une des capitales du sport avec une des plus grosses concentrations d'organisations nationales ou internationales dans le monde du sport. Donc c'est une suite logique d'avoir, il y a quelques années, donné vie à cette catégorie spécifique à la communication digitale dans ce domaine. 10 catégories qui vont donc être passées en revue le soir même. Donc ça, c'est comme je vous le disais, toutes ces agences ne sont pas informées de savoir si elles sont sélectionnées et ou gagnantes. Donc elles viennent toutes à cette soirée, elles découvrent le travail de leurs collègues, de leurs concurrents. Ce soir-là, on n'est pas concurrents, on est tous professionnels de la branche et on se fait une idée comme ça de l'état des lieux, des compétences, du savoir-faire de cette industrie. À côté d'elles, à côté des agences qui s'asseyent dans cette salle, eh bien, il y a de plus en plus de clients, d'annonceurs, de personnes qui viennent voir, qui viennent prendre la température justement de la qualité ici en Suisse romande dans cette industrie du numérique en Suisse romande. Et puis, bien évidemment, sur ces 10 catégories, sortiront 10 agences gagnantes pour chacune de ces catégories, suivi de tout ça par une grande fête qui va comme ça permettre à tout ce petit monde de célébrer les victoires dans cette 12e édition. Oui, déjà 12 ans durant lesquels on a pu voir l'évolution du numérique. Je partage avec vous un petit secret qui n'en est plus un, mais il me tarde de pouvoir faire quelque chose de tout ça, de raconter l'évolution de cette industrie, et peut-être que ça pourra faire l'objet d'un support, sans le dévoiler, qui pourra peut-être comme ça réunir notre vision du numérique après 12 années. J'en ai fini de vous embêter à faire de l'autopromo pour le meilleur du web, mais sachez que c'est un événement qui sera également en hybride et je serai très très heureux de partager avec vous cet événement même à distance. Si vous souhaitez pouvoir le suivre, sachez que il vous faudra simplement vous fendre d'un petit mail pour venir gagner un sésame. C'est très volontiers que j'offre comme ça aux auditeurs de mon carnet de quoi suivre tout ça à distance. Pour ceux qui sont en Suisse, venez sur place, la fête sera encore plus belle, mais je ne pouvais pas ne pas partager tout ça avec vous, donc c'est avec grand plaisir que je squatte mon carnet pour vous dire que je vais m'enfermer dans cette dernière ligne droite. Alors il n'y aura pas de chronique de ma part la semaine prochaine, mais promis, je reviens avec peut-être des cernes sous les yeux, des heures de sommeil en moins, mais surtout un grand sourire sur mon visage, tellement je suis chaque fois ravi de faire rayonner justement toute cette industrie, que ce soit pour la pub, le web, les relations publiques, le marketing, puisqu'effectivement le meilleur d'eux s'est étoffé de plusieurs autres prix durant toute l'année et depuis pas mal d'années également. Portez-vous bien, faites briller les compétences de chacune de vos régions et de chacun de vos pays, et puis je vous dis, comme à l'accoutumée, à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur le thème des communs numériques en lien avec la responsabilité numérique des entreprises. En 2013, j'avais donné une conférence au Salon international de l'alimentation à Toronto. J'y parlais bien évidemment technologie et numérique, mais surtout, je donnais un exemple qui depuis ne m'a jamais quitté l'esprit, celui de Open Food Fact, une base de données de produits alimentaires prévue pour faire de meilleurs choix alimentaires. Et comme il s'agit de données ouvertes, n'importe qui peut les réutiliser à n'importe quelle fin. Un projet collaboratif, construit par des dizaines de milliers de bénévoles et géré par une organisation à but non lucratif de 7 employés. Dit autrement,
le Wikipédia de la bouffe. Je vous en parle parce que j'avais le goût aujourd'hui de parler de la notion des biens communs numériques. Et selon Wikipédia, justement, ils correspondent à l'ensemble des ressources numériques produites et gérées par une communauté et se caractérisent par leur non-rivalité. Ça veut dire que leur utilisation n'est pas exclusive et elle ne leur inflige aucune détérioration. En raison de leur caractère facilement duplicable, les biens numériques sont par nature propres à une gestion partagée et collective. Si je vous parle des licences sous Creative Commons, la solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standards de leur pays, jugés trop restrictifs, vous comprenez certainement à quoi je fais allusion ici. Et surtout, vous comprenez que les communs numériques sont de facto une réelle alternative à l'absolu contrôle que nos géants du numérique ont sur nos données personnelles, nos données comportementales, ainsi que le surplus de données autres qu'ils peuvent déduire par des recoupements d'informations que leurs algorithmes traitent avec délectation. Et dans une moindre mesure, les communs numériques permettent aussi, à quelque part, d'échapper à l'emprise que certains États peuvent avoir. Collectivement, je pense que nous avons pris conscience des nombreux impacts, qu'ils soient positifs et négatifs, que le numérique a sur notre monde et de l'adoption généralisée et massive que nous en faisons. Pensons bien évidemment au changement climatique, à la fragilisation de nos démocraties, au maintien en bonne santé d'une population pour le moment vieillissante, à l'exploitation de nos ressources naturelles, aux conditions de travail parfois inadmissibles, à l'évolution de nos économies, à la flexibilité qu'il offre à nos entreprises pour ne pas sombrer durant une crise sanitaire mondiale. Le numérique, on va s'entendre, est totalement protéiforme. Il fait fi de la notion géographique, de la notion temporelle et de la notion de couche sociale. Mais il peut aussi être respectueux du bien commun et devenir un numérique responsable. Et cela passe par une prise de conscience des entreprises qui développent notre monde numérique. Imaginez un instant que chaque équipe de développement informatique, quel que soit leur domaine, puisse avoir comme guideline d'être dans une position de pouvoir fournir une mesure des impacts sociaux de l'outil qu'ils viennent de développer, de fournir une mesure des impacts environnementaux, être en règle avec des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est ce qu'on appelle la responsabilité numérique des entreprises. Les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, mais aussi les législateurs et les universités considèrent aujourd'hui la question du numérique responsable comme importante. La sobriété numérique devient le contrepoids à une certaine ivresse numérique de nos vies. People, Profit, Planet. C'est en quelque sorte ce que les communs numériques cherchent à ne plus mettre en opposition. Établir des règles pour préserver la ressource. C'est le point de départ de la notion de non-rivalité étudiée par l'économiste américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, aujourd'hui malheureusement décédée. Et cette non-rivalité est à la base du succès de l'idée d'installer des communs numériques. Je vous donne un exemple simple. Si je fais une copie nouvelle d'un logiciel, cela ne diminue pas l'accès d'autres personnes à ce logiciel. Mais si je pêche un poisson dans le lac, c'est un poisson de moins pour la communauté. On comprend dès lors que l'idée, c'est donc de réussir à maintenir un certain niveau de motivation à contribuer à cette notion de non-rivalité dans le domaine du numérique, contrairement aux communs matériels pour lesquels c'est la notion de non-surconsommation qu'il faut maintenir. Mais dans le cas du numérique, c'est pas facile. L'appât du gain, aussi colossal que rapide, fait la vie dure aux communs numériques. Si Wikipédia est un superbe exemple de réussite de communs numériques, seriez-vous prêt à aller jusqu'à dire que Google, qui utilise massivement ses contenus, y contribue aussi? Profiter sans contribuer est le véritable enjeu des communs numériques. La promesse du mieux face à celle du plus. Toute la problématique réside ici, et pourtant, il existe un bel exemple de commun numérique dont nous profitons tous au quotidien, celui de la science ouverte. Le partage des résultats scientifiques font en sorte qu'ensemble, ils sont capables d'aller plus loin la plupart du temps pour notre propre bien. Cette notion de motivation est réellement complexe. Pourquoi mettre en commun un logiciel si ce n'est pas par altruisme? C'est là
que réside le vrai défi des communs numériques, faire émerger des modèles économiques qui permettent une juste rétribution des auteurs quand les œuvres sont en accès libre afin de valoriser les services autour des communs. Dans un communiqué de presse au début de l'été, la présidence du Conseil de l'Union européenne a dit cela des communs numériques. En s'appuyant sur l'intelligence collective, la mise en réseau des connaissances et la collaboration internationale, les communs numériques remettent en cause les stratégies d'enfermement poursuivies par certains gouvernements et grands fournisseurs de services numériques. Au cœur de la chaîne de valeur numérique, ils apportent davantage de sécurité et sont moteurs d'innovation. Le renforcement des communs numériques constitue ainsi un levier essentiel de souveraineté. Fin de la citation. C'était à la sortie d'un rapport sur un travail mené par les 19 États membres sur les enjeux liés aux communs numériques, notamment les bonnes pratiques en matière de soutien aux communs numériques et à l'écosystème open source, afin d'élaborer des recommandations. Et c'est de bon augure, car les technologies numériques doivent faciliter l'avènement d'une société équitable et démocratique, où les libertés et les droits fondamentaux sont protégés, où les institutions publiques fortes fonctionnent dans l'intérêt général et où les citoyens ont leur mot à dire sur le fonctionnement de la société et non l'inverse. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on te rejoint où? Je suis toujours à Nantes jusqu'à la semaine prochaine où je serai jury à l'École de design de Nantes-Atlantique. Bon, on salue les gens de Nantes qui nous écoutent. Jean-François, cette semaine, c'est intéressant. Tu nous parles de design, mais dans le monde des transports. Exactement. Dans le monde des transports, il y a des grandes écoles en France qui enseignent le design, mais dans une forme vraiment... on pense souvent au design, on en a souvent parlé, toi et moi, que le design, c'est le beau. C'est le beau qu'on met en bout de piste dans les développements numériques ou dans le développement d'autres sortes de projets. Le design, c'est aussi beaucoup des choses qu'on fait en amont. Et ces grandes écoles-là en France, je viens de parler de l'école de Nantes où je vais être la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais également être à l'école Rubica aussi, également jury définissant à la maîtrise. Et notre invité de cette semaine, Édouard Boissineau, est justement un designer qu'on n'a pas fermé spécifiquement dans le numérique, mais dans le transport. Et donc, ça inclut tout ce qui peut être transport, surtout dans un grand pays comme la France, où tu peux travailler sur des trains, des voitures, des vélos. Lui, il travaille plus spécifiquement chez Continental, qui est une entreprise qu'on connaît un peu au Québec, qui font des pneus, mais ce sont aussi des énormes fournisseurs de pièces automobiles, autant des petites pièces que les radios d'auto qu'on a dans les voitures, qui sont de plus en plus des écrans qui sont énormes. Là, on le sait, on en a déjà parlé de ça aussi. Et donc, il me parle de ça cette semaine. Je voulais savoir ce que ça fait un designer de transport, mais également, j'ai découvert une personne extrêmement passionnée de son métier. Et quand on pourrait imaginer que le design de transport, c'est la forme de la voiture, mais en fait, dans notre conversation, on a vraiment beaucoup plus parlé de l'intérieur de l'habitacle et c'était vraiment super intéressant. Bon, Jean-François, sur ces bons mots, tu as bien mis la table. On va écouter cette entrevue. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine. À la prochaine, Bruno. Merci. Alors, le design de transport, c'est une discipline du design qui est en fait une spécialisation du designer produit, du designer d'objets ou du designer industriel. On peut avoir ces trois termes. Le designer transport, il est souvent assimilé à un designer automobile. C'est la plupart des gens qui font du design transport se dirigent vers le design automobile, sauf qu'on remarque qu'il y a forcément beaucoup plus de domaines que simplement l'automobile lorsqu'on parle de transport. Et moi, pour résumer le design transport, quand on me demande de l'expliquer, j'explique que c'est le design d'objets de mobilité. Ah oui. Donc, on va avoir un certain nombre d'objets de mobilité, la voiture étant l'objet le plus designé dans le transport. On le voit autour de nous, c'est un objet qui est rentré dans l'univers du design depuis maintenant bien longtemps, mais on peut aussi y ajouter le design de mobilité légère, comme le vélo, les trottinettes aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de designers qui font du deux roues motorisé, donc de la moto. Mm-hmm. Et puis, on va pouvoir avoir du design sur des avions, des bateaux, même si c'est des designs beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus techniques, notamment dans le naval. On va surtout parler d'architecte naval plutôt que de designer. Mais globalement, designer transport, voilà, c'est ça. C'est des gens qui dessinent des objets qui ont pour fonction la mobilité. Donc moi, c'est comme ça que je le résume et je pense que c'est la manière la plus facile de comprendre ce qu'est un designer transport. C'est une belle définition. Et quand on s'est rencontrés à l'école de design de Nantes la semaine dernière, tu me disais, évidemment, c'est
encore plus large que, bon, les gens vont se dire, oui, ben, c'est la forme de la voiture, mais c'est une interface humain-machine. Donc, on peut penser à tous les débats qu'il y a en ce moment aussi entre les écrans versus les commandes haptiques dans les voitures. C'est très, très large, le design des cockpits. Et tu disais que c'est majoritairement, ou de plus en plus ça aussi, c'est l'habitacle qui est le champ de bataille un peu des designers en ce moment, là. Ouais, c'est ça, parce que j'expliquais la dernière fois, quand on s'est rencontrés, que le design intérieur dans l'automobile, il est de plus en plus mis en avant, voire même encore plus mis en avant que le designer extérieur, ce qui n'était pas forcément historiquement ce qui était mis en avant. L'automobile, très longtemps, ça a été un objet extérieur, une sculpture à part entière, donc un objet de désir, un symbole social comme on le connaît aujourd'hui, mais qui était surtout orienté sur l'extérieur, et on s'intéressait très peu à l'intérieur, parce qu'on n'avait pas énormément de choses à y faire, si ce n'est que d'interagir avec le véhicule pour le conduire et pour nous mener d'un point A à un point B. Aujourd'hui, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mutation notamment, donc une mutation qui se veut écologique pour changer et pour faire face aux challenges qui nous attendent pour les années et les dizaines d'années à venir. Mais maintenant, l'intérieur fait partie vraiment du focus qui est mis par les bureaux de design et même par les constructeurs automobiles en règle générale, parce qu'on a la possibilité à l'intérieur de ces voitures maintenant d'interagir avec un nombre d'écrans assez incalculable, mais aussi par la voix notamment. Enfin, on a une démocratisation de ces IHM. Il faut pas oublier qu'à l'origine, les IHM dans l'automobile, c'était simplement, alors à l'origine, un volant et des instruments de conduite. Par la suite, on a eu l'ajout alors d'un certain nombre de boutons pour la climatisation et pour la radio, mais c'était très simple. C'était très archaïque, on avait très peu d'interactions avec la machine. Aujourd'hui, on a quasiment les mêmes interactions dans nos voitures que l'on a avec nos écrans de télé chez nous, notre smartphone dans notre poche. Donc, ça crée une complexité et surtout une liberté d'interaction à l'intérieur de l'automobile qui nécessite un design de tous les instants parce qu'on a besoin de gérer cette expérience utilisateur à l'intérieur du véhicule qui est devenue primordiale pour les constructeurs automobiles. Et dans cette mutation-là, où on va vers une voiture complètement autonome en conduite, c'était l'activité primaire qui nous était réservée depuis le début de la construction des voitures. De plus en plus, on va vers une voiture qui va se conduire seule. Donc, l'habitacle va devenir de plus en plus important aussi, j'imagine. Ouais, alors sur cette thématique de voiture autonome, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Le véhicule autonome aujourd'hui a 5 niveaux d'autonomie, on en est rendu qu'au niveau 3. Donc le niveau 3, globalement, pour te résumer, c'est encore un véhicule doté d'un volant et de commandes de conduite avec laquelle l'utilisateur est obligé de garder soit les mains sur le volant, soit au moins toute son attention autour de la conduite. Donc là, on est rendu à ce niveau-là d'autonomie, ou du moins ce qui est autorisé en Europe. Et le niveau 5 sera le niveau maximal d'autonomie dans lequel il n'y aura plus de volant et dans lequel le véhicule se déplacera seul. Dans ces cas-là, bien évidemment, on va changer toute notre interaction avec le véhicule puisqu'il n'a plus rien de véhicule si c'est le fait qu'il se déplace. Par contre, à l'intérieur de ces véhicules-là, on recrée une expérience, alors pas forcément totalement nouvelle, c'est juste qu'on va retrouver un certain nombre d'expériences que l'on a déjà dans nos intérieurs de maison ou dans la rue. Et donc, on va pouvoir recréer, bien évidemment, des expériences vraiment différentes. Alors, on a pu voir au fil du temps un certain nombre de constructeurs essayer de chercher ce qu'on va pouvoir y faire à l'intérieur de ces véhicules. Il y a eu des expériences qui ont été relativement intéressantes, mais sinon, on retombe souvent dans des choses assez lambda, type on va pouvoir travailler dans notre voiture, on va pouvoir jouer dans notre voiture. Mais bien évidemment, ça redessine l'intégralité de nos intérieurs et c'est un challenge qui est super intéressant. Complètement. Et en ce moment, puis tu as dit aussi lors de notre rencontre à l'École de Nantes, quelque chose qui m'a surpris, la tendance reste beaucoup aux grands écrans qui peuvent tout faire. Alors que j'ai aussi vu des articles qui disaient qu'on avait peut-être une tendance à vouloir revenir vers des commandes plus mécaniques pour des raisons de sécurité. Comment ça se situe, toi qui travailles dans cette industrie-là depuis plusieurs années? Est-ce que c'est effectivement ça? On continue à vouloir aller vers des écrans omnipotents? Alors, c'est une super bonne question et c'est surtout ultra paradoxal parce que oui, globalement, aujourd'hui, techniquement, on est capable de mettre des écrans absolument gigantesques à l'intérieur de nos véhicules, notamment des pilar to pilar, donc des écrans qui iraient du pilier A, donc en gros, qui feraient l'intégralité du pare-brise. Aujourd'hui, on est totalement capable de mettre 5-6 écrans à l'avant, 3 écrans à l'arrière. C'est totalement possible. Maintenant, il y a donc deux
problématiques avec ça. Il y a une première problématique qui serait économique et écologique, l'utilisation d'autant d'écrans, d'autant de matériaux, d'autant de consommation électrique qui plus est avec l'arrivée des voitures électriques. On se dit qu'il y a quand même un léger problème avec ça, mais c'est possible et un certain nombre de constructeurs se dirigent vers ça. On l'a vu notamment beaucoup avec Mercedes ces dernières années, avec l'utilisation d'écrans absolument gigantesques qui sont, et je veux aller sur ton premier point, qui sont souvent tactiles et qui posent un certain nombre de problèmes dans nos véhicules qui ont encore la nécessité d'être conduites et donc d'avoir une vigilance de tous les instants. C'est qu'on a un manque total de retour et de visualisation de ces boutons et de ces fonctions qui fait qu'on rencontre un nombre de problèmes assez incalculables. Il y avait un certain nombre de problèmes, notamment avec les Tesla, parce que Tesla avait décidé d'agglomérer l'intégralité des fonctions sur un énorme écran tactile. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'à l'utilisation pour le conducteur, au bout d'un moment, c'est très, très complexe parce qu'on se retrouve souvent, et on en parlera peut-être après, avec des interfaces qui vont être Android ou par Apple. Et c'est des interfaces qui sont mobiles à l'origine. Donc, c'est-à-dire le mobile, quand on l'utilise, on a les yeux dessus et on est totalement en train de l'utiliser. C'est-à-dire que toute notre attention est réservée à cet objet. Quand on se retrouve dans une voiture, logiquement et normalement, pour la sécurité, notre attention n'est pas du tout focalisée sur l'écran. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec l'obligation, quand c'est tactile, d'avoir l'œil sur l'écran pour chercher des menus, ce qui va créer des problèmes de sécurité, des problèmes d'ergonomie. Et à la fin aussi, c'est la non-utilisation de cette interface, puisque si on a trop de problématiques à l'utiliser, alors on ne va pas s'en servir. Et alors se posera encore plus la question de l'utilité de ces écrans si grands, alors qu'on ne peut généralement pas s'en servir. Donc ouais, il y a un énorme problème. Et moi, dans mon expérience aujourd'hui, je sais que j'ai dessiné pour le moment chez Continental un certain nombre d'interfaces qui sont, selon moi, pas en adéquation avec la fonction de conduite. C'est-à-dire que on en a beaucoup trop, c'est trop large. Économiquement, c'est aberrant parce que ça coûte un argent monstre. Et en plus de ça, c'est dans la plupart du temps pas utilisable par le conducteur parce que trop prenante et ça nécessite trop de concentration que de conduire encore aujourd'hui. C'est effectivement ça vient chercher carrément des notions de sécurité. Est-ce que c'est pour ça que l'industrie a tendance à vouloir aller plus vers des commandes vocales à ce moment-là? Alors, la commande vocale, alors, c'est vrai que d'un point de vue sécurité, on pourrait se dire que la commande vocale est ultra importante. Moi, je pense quand même qu'il y a aussi une notion de stratégie et de technologie qui est de se dire, on veut vendre des écrans énormes. La solution pour rendre ça plus ergonomique, c'est la voix. Maintenant, la voix, elle a cette nécessité quand les commandes sont inutilisables, mais j'ai parfois un peu la sensation que c'est utilisé comme un pansement, c'est-à-dire comme une solution pour permettre de toujours en mettre plus. Aujourd'hui, la voix, on est pas mal à s'en servir aujourd'hui. On a eu la chance de découvrir Siri depuis quelques années, de découvrir Google, de découvrir Amazon. On voit qu'il y a certaines avancées, mais c'est encore parfois un peu perceptible. Surtout en français, pour moi qui l'utilise parfois en français, c'est un peu compliqué. En anglais, je sais qu'il y a quand même pas mal d'améliorations. La voix, elle est super intéressante. Maintenant, est-ce que ça légitime le fait de mettre autant d'écrans dans un véhicule? Je ne pense pas. Je pense qu'elle serait tout aussi intéressante si nos intérieurs étaient plus efficaces. Maintenant, la voix, c'est clairement ce qui va être utilisé, je pense. Je me trompe peut-être, mais je pense que tous les constructeurs, et ils font la pub dessus, de la communication dessus, vont vouloir se servir de l'interface vocale. Et il y a des grands groupes, comme tu disais tout à l'heure, qui sont en train de s'intégrer aussi beaucoup dans le monde automobile. On parle de Apple, d'Android, qui se font une place, mais qui en même temps, c'est ça, c'est de vouloir, ou c'est de fantasme de vouloir dire, j'ai un écosystème Apple avec lequel je marche, je suis dans ma maison, et qui devrait être le même qui est dans la voiture, mais est-ce que cette adaptation-là est si heureuse que ça en ce moment? Alors, pour le moment, elle est plus ou moins heureuse. Aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais aussi. D'un point de vue sécurité, l'automobile est encore ultra protégée et ne laisse pas rentrer tous ces acteurs aussi facilement que sur un smartphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, pour Android notamment, Android fournit un système d'exploitation et ensuite des constructeurs de mobiles produisent du hardware et intègrent ce système d'exploitation. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que la voiture devienne comme un téléphone, c'est-à-dire un hardware dans lequel on vient implanter Android, par exemple, et Android remplacerait l'intégralité des interfaces homme-machine dans l'automobile. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même assez sécurisé parce que, alors un téléphone, c'est moins sécurisé qu'une voiture pour plusieurs raisons. C'est déjà que le téléphone ne fait pas 2 tonnes et ne peut pas rouler à 130 km/h. Donc globalement,
hacker un téléphone, même si c'est dangereux, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas dangereux d'hacker un téléphone, ça sera moins dangereux qu'un véhicule autonome lancé à 130 km/h et qui serait piraté malencontreusement. Donc, on a encore un certain nombre de sécurités qui font que l'intégration de ces softs est beaucoup moins facile que sur un smartphone. Et puis, il y a des fonctions inhérentes à l'automobile qui ne sont pour le moment, je dis bien pour le moment, pas accessibles à ces acteurs-là. On parlait notamment des notions de tout ce qui se passe à l'intérieur du cluster, c'est-à-dire vitesse, contour, voyant d'alerte. Pour le moment, Apple et Android n'ont pas le droit, enfin, du moins de ce que moi j'en connais, n'ont pas le droit d'aller créer ces interfaces-là parce que ça fait intervenir trop de sécurité à l'intérieur de ça. Pour le moment, ils n'ont pas accès à ça. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que globalement, Android et Apple, ils ont investi le marché du smartphone et plus personne ne fait de soft pour le smartphone. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que demain, s'ils ont accès à l'automobile, ils fassent la même chose avec l'automobile. Et étant donné l'expérience qu'ils ont d'un point de vue ergonomique, d'un point de vue qualité perçue sur les interfaces, on pourrait imaginer qu'ils remplacent l'intégralité des acteurs sur l'interface automobile. Ce qui est assez triste au fond, puisque ça veut encore une fois dire que plus personne ne pourra faire d'interface. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que tous les constructeurs automobiles, à part certains, créent leur propre interface, c'est-à-dire qu'il y a un soft qui est fourni, notamment par Continental pour un certain nombre de véhicules, et ensuite le constructeur, à travers ses designers d'interface, crée une surcouche sur le software qui vient créer une surcouche esthétique propre à chaque marque, mais globalement, c'est une interface qui est totalement automotive. C'est-à-dire que c'est produit, comme je l'ai dit, par Continental et par d'autres acteurs. Alors après, ça crée aussi un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas si toi, tu as utilisé des voitures avec des interfaces créées par les constructeurs. On a rencontré un certain nombre de problèmes parce que c'est pas forcément très qualitatif et pas forcément très ergonomique. Donc voilà, c'est aussi cette question-là. Et je pense que si malheureusement ils arrivent demain avec la même qualité que sur nos smartphones, ils remporteront 99,9% du marché de l'interface. C'est fascinant, vraiment super intéressant. Édouard, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue. De rien, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Et quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, tiens, pour vous, question de vous remercier, j'ai un petit quelque chose. Si ça vous tente d'aller voir à l'adresse radiomoncarnet en un mot.com, vous allez découvrir, vous allez entendre avant tout le monde mon nouveau projet, la radio de Mon Carnet. Elle est en rodage présentement, mais j'en suis assez satisfait pour commencer à en parler. Et c'est donc à vous, mes plus fidèles auditeurs, avec qui je partage cet accès. Entre-temps, gardons ça entre nous et la semaine prochaine, j'en reparlerai plus en détail dans le podcast. Entre-temps, faites-moi savoir ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir ça. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.